Ce soir, parcourons les couloirs de peut-être la plus grande bibliothèque du monde antique. Et nous pourrions même y rencontrer l'un des érudits les plus célèbres de l'époque. Bonsoir, je m'appelle Marilène. Bienvenue sur Dormez bien. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à mettre un like sous la vidéo si vous aimez mon travail. Je vous remercie. Prenons un peu de temps pour nous détendre et nous installer pour une bonne nuit de sommeil. Portez simplement votre attention sur votre respiration pendant les prochains instants. Ressentez la façon dont l'air entre et sort de votre corps dans un rythme naturel et apaisant. Vous pouvez vous aider à vous détendre davantage en ralentissant votre respiration afin que l'inspiration soit profonde et complète et que l'expiration s'étende jusqu'au point où vous pouvez relâcher toute tension persistante. Tout comme les vagues qui vont et viennent sur le littoral d'un océan. Votre respiration fait partie du rythme naturel de votre corps. Elle maintient tout en équilibre et en fluidité parfaite. Et c'est un excellent moyen de vous ancrer et de trouver le calme, la paix et la présence pendant que vous vous installez pour la nuit. Maintenant, laissez votre esprit partir à l'aventure. Imaginez cette sensation de somnoler dans votre lit, avec la lumière qui passe doucement à travers la fenêtre. Il y a des agriculteurs égyptiens avec des charrettes tirées par des ânes qui se dirigent vers les marchés. Des artisans grecs passent devant vous, engagés dans une discussion amicale sur la maçonnerie. Les gardes et les officiers de l'armée voyagent sur de petits chevaux égyptiens et de temps en temps, un char passe. Ses roues et les sabots du cheval créant un crépitement rythmé sur la pierre. Alexandrie est une merveille moderne, un mariage de puissance et d'ingéniosité grecque, de beauté et d'histoires égyptiennes. Partout dans la ville se trouvent des technologies dont on rêvait il y a seulement un siècle. Un exemple est la chaussée à l'extrémité ouest de la ville. Elle relie Pharos, l'île du phare, au continent. Elle mesure 3/4 de mile de long et a été construite par les ingénieurs d'Alexandre le Grand, lui-même. Des aqueducs bordent la partie sud de la ville, amenant l'eau dans tous les quartiers. La plomberie alimente les baignoires luxueuses et autres nécessités. Les horloges à eau comptent les minutes de la journée, avec un fonctionnement interne des plus impressionnants.
Vous êtes même allé dans quelques temples, dotés d'un chauffage central, sous forme d'air chaud, soufflé par des conduits creusés dans le sol. Alexandrie est dynamique et avant-gardiste, ce que devrait être toute ville moderne, pensez-vous. Mais rien n'est comparable aux merveilles contenues dans la bibliothèque. Un couple de chats sympathiques vous observe depuis une ruelle voisine. Pendant que vous vous levez et avancez le long du canopé, l'institution des Muses se dresse sur votre droite, du côté nord de la ville. Des centaines et des centaines d'étudiants, d'artistes, de philosophes et d'universitaires parcourent le vaste campus. Des jardins, des facultés, des dortoirs et un amphithéâtre sont entourés des imposants manoirs du quartier royal. C'est le centre de l'art, de la culture et de la science. Et la bibliothèque en est le joyau. L'édifice de la façade est un véritable chef-d'œuvre, avec d'innombrables marches, des colonnes et des statues. C'est absolument monumental, pensez-vous, comme le phare qui s'élève au-dessus du port au loin. L'arôme salé et sucré de l'océan envahit la pièce. La brise marine soulève les rideaux et le tissu danse paresseusement. Au-dessus de vous, le bruit apaisant de vagues lointaines atteint vos oreilles. Se jetant sur le rivage, puis repartant. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le cri mélodique des mouettes et le battement d'une voile au loin. C'est ici que commence notre histoire, sur la côte de la Méditerranée, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Il y a de cela de très nombreuses années. Vous sortez de l'ombre de votre maison et sentez le soleil se poser sur votre peau. Tempéré par la brise fraîche, soufflant de la mer. Le doux vent océanique venant du nord tire sur le tissu de la tunique autour de vos jambes. En sortant de la cour, vous laissez votre main courir sur l'écorce rugueuse et sablonneuse de votre citronnier préféré. C'est un jeune arbre, planté ici récemment, comme la plupart des bâtiments et la plupart des gens. Nous sommes cette année en 241 avant notre ère. Et la ville entière d'Alexandrie a moins de 100 ans. En descendant la colline, vous entrez et sortez de l'ombre du quartier égyptien de la ville. Des traces du village de pêcheurs qui se trouvait sur la place, qui est devenue Alexandrie, sont visibles tout autour. Vous apercevez des colonnes de lotus égyptiennes dans toute cette partie de la ville. Les sections décoratives au sommet, appelées chapiteaux,
sont sculptés en formes complexes et magnifiques, de pétales de fleurs. Il y a même de vieilles maisons ou hangars, en terre cuite et en briques, nichés parmi l'architecture grecque moderne. C'est votre partie préférée de la promenade. Vous vous arrêtez au coin d'une rue et laissez passer le cortège d'un noble. Un cortège de serviteurs aux robes impeccables passe, avec en tête un homme à l'air important, chevauchant un beau cheval égyptien. En jetant un coup d'œil en bas de la colline, vous pouvez voir, entre les interstices des bâtiments, là, au-dessus de la mer bleu-vert, se dresse le phare d'Alexandrie. Il n'a été terminé que récemment. Tout le monde dit que c'est le bâtiment le plus haut du monde. Cette incroyable structure mesure 100 mètres de haut, de la base à la statue du dieu au sommet. Le soleil du matin s'attarde sur le calcaire et le granit, et la fumée s'échappe de la salle des lanternes, guidant les navires des 4 coins du monde. Le bâtiment est monumental. Il incarne la beauté et la puissance de la civilisation moderne. Tous ses bords en bloc sont taillés avec soin, purs, en pierre. Les navires de commerce égyptiens et les trirèmes grecs, avec leurs voiles géantes et leurs rangées de rames, traversent le port, plus grand que le phare. Il y a tellement de choses à voir dans un port aussi fréquenté. En continuant, vous arrivez bientôt à l'étendue du Canop. Une rue principale animée, pavée de pierres. Elle s'étend de la Porte du Soleil à l'extrémité est de la ville, jusqu'à la Porte de la Lune, à l'ouest. Des piscines rectangulaires décoratives divisent le centre de l'artère principale. Vous n'êtes pas vraiment censé jouer dans l'eau, mais tout le monde le fait, surtout les enfants. Vous vous dirigez vers un stand, à 2 pas de l'agora, l'immense place où le canap rencontre le Soma. Il s'agit de la grande rue qui va de l'extrémité sud de la ville au quartier royal, en longeant l'eau. Au vendeur, vous commandez une collation locale populaire, du poisson frit, pêché frais ce matin. Assis près d'une des fontaines, au milieu de la rue, vous vous laissez aller à observer les gens un instant. Tant de personnes intéressantes vous échappent, même si la partie avant ne comporte que 2 niveaux. L'ampleur de la bibliothèque est impressionnante. Il y a des statues de muses, incrustées au premier niveau, et des bas-reliefs sur la poutre qui traversent le haut de l'entrée. L'architrave présente des images de la déesse Athéna en compagnie d'Alexandre, le dieu roi. Dans l'ensemble, cela donne à la bibliothèque l'apparence d'un temple, ce qui est effectivement le cas, en quelque sorte. Un temple du savoir
et la plus grande collection d'écrits au monde. Vous croisez des étudiants et des scribes qui se détendent sur le perron, partageant un déjeuner matinal. Et vous saluez quelques assistants en traversant les halls en forme de dôme. Chaque centimètre carré de la bibliothèque raconte une histoire. Des sols en mosaïque, aux fresques au-dessus, des œuvres d'art récemment achevées sur les colonnes et les murs, représentent des scènes de l'histoire et des mythes. Selon la prophétie, Alexandre était le fils du dieu Zeus amant. Il existe donc de nombreuses illustrations de lui marchant parmi les dieux. Vous vous renseignez auprès du bibliothécaire en chef, ou plutôt auprès d'un de ses employés, et apprenez qu'il se trouve dans la section mathématiques. Le soleil perce à travers les anneaux de fenêtres au-dessus, les muses posant dans chaque arche sous le dôme de cette section. Plus on s'enfonce dans la bibliothèque, plus l'odeur du papyrus est forte. C'est un arôme familier, de bois, de terre et de notes, d'épices. Vous trouvez cela réconfortant, comme se promener dans un jardin exotique, dans une chaude journée d'été. Des rouleaux de parchemin, ficelés et classés, s'entassent sur chaque étagère, à perte de vue. De temps en temps, un scribe ou un érudit se promène dans une section, explorant les différents volumes. Il grimpe sur de hautes échelles, péniblement poussé d'avant en arrière par des préposés à l'air ennuyés, avant de trouver ce qu'il recherche. Les connaissances couvrent une étendue impossible du monde, de la poésie lyrique aux sciences naturelles, en passant par la comédie et la médecine. Vous ne pouvez même pas choisir votre section préférée. Il y a quelque chose de nouveau à découvrir dans chaque parchemin. Vous entendez le bruit de vos sandales en cuir frappant la pierre. Cela résonne dans la salle, attirant quelques regards. La section de mathématiques est relativement calme aujourd'hui, probablement en raison de la présence du bibliothécaire en chef et de son élève. Un garçon est assis à une table, l'air un peu distrait. Des rouleaux de papyrus remplis d'écrits sur les nombres, les fractions et les nombres irrationnels sont étalés devant lui. Il remarque à peine votre arrivée. Il ne doit pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Il est brun, mais il a déjà l'air un peu désintéressé. Il a l'air d'être quelqu'un d'important, du moins lorsqu'il s'agit de réviser ses devoirs de mathématiques. Bientôt, vous voyez le bibliothécaire en chef, Ératosthène, sortir d'une des rangées, les bras chargés de parchemins. Il a l'air réjoui. C'est un célèbre mathématicien, un érudit dont les intérêts sont très variés. De la rhétorique à la science,
en passant par la poésie. Mais il a un amour particulier pour l'étude des mathématiques. C'est un prodige, puisqu'il a pris ses fonctions il y a 1 an, à l'âge relativement jeune de 35 ans. Sa barbe épaisse et touffue est striée de gris, et sa chevelure bouclée est déjà en recul. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblerait un buste en marbre de son visage. Pourtant, sa relative jeunesse transparaît dans ses yeux et ses expressions. Il est passionné par tous ses domaines d'études. Il est connu pour être un conférencier enthousiaste, à peine capable de contenir sa curiosité. Lorsqu'il parle, il rassemble souvent des idées sur de nombreux sujets différents. La poésie rejoint les mathématiques. La comédie se fraye un chemin dans les épopées historiques. Et le tout se fond dans une étude des étoiles. En vous voyant attendre près du prince, il vous fait signe de venir. Ensuite, il vous demande d'aller retrouver son traité sur la circonférence de la planète. Heureusement, vous savez exactement où il se trouve. Au bout du couloir, où les scribes travaillent activement sur les transcriptions. Vos pas sont assourdis par les nattes et les piles de papyrus vides. Quelques jeunes employés de la bibliothèque sont occupés à coller des morceaux de papyrus. Ceux-ci seront enroulés en parchemin. Le parfum boisé et familier est ici si puissant qu'il s'accroche aux robes des scribes. Et lorsqu'ils partent en fin de journée, le doux murmure de dizaines de stylos en roseau grattant le papyrus ressemble à une douce brise. Il y a des scribes à chaque coin de rue, copiant ou traduisant avec diligence des œuvres recueillies auprès de voyageurs et d'érudits lointains. Vous retrouvez le traité du bibliothécaire en chef dans une section remplie de travaux en cours. Depuis qu'il a terminé ses calculs au cours de la dernière année, les scribes ont régulièrement copié son travail pour l'envoyer à ses collègues de Syracuse et d'Athènes. Ils espèrent que d'autres mathématiciens copieront et partageront ses écrits, peut-être même en améliorant ses calculs. C'est à cela que sert la bibliothèque, préserver et diffuser les connaissances. Chaque bibliothèque et chaque chercheur du monde entier est comme un point de connexion dans un réseau géant. C'est un merveilleux réseau dont faire partie. Vous rapportez l'un des exemplaires au bibliothécaire en chef et au prince. Le premier déroule le rouleau de papyrus sur la table. Vos yeux reflètent les siens. Ils font preuve d'une excitation affamée, comprenant que la connaissance du monde est à portée de main. Il lit à haute voix la première partie de son ouvrage. C'est une dédicace au poète qui a inspiré l'œuvre de sa vie.
Puis il se retourne vers le prince, avec un sentiment dans les yeux. Avec suffisamment de données provenant de n'importe quelle source observable, vous pouvez tout comprendre, dit-il. Il sourit au jeune leader, espérant que lui aussi s'enthousiasmera pour les mathématiques. Comme beaucoup d'étudiants pourraient le faire, le prince se contente de soupirer. Les érudits appellent son étude impressionnante Geographica, la nature et la disposition relative des lieux et des caractéristiques physiques. Il n'est pas le premier à utiliser ce mot, mais il est le premier à l'appliquer avec autant de force. Le bibliothécaire en chef explique comment il a pu utiliser les rapports des arpenteurs pour éclairer son étude. Ce sont des personnes formées à compter avec précision leurs pas d'un endroit à un autre afin de mesurer une distance. Leur travail est souvent utilisé au profit de la fiscalité et du développement agricole. Mais, dit-il, un érudit recherche la connaissance du monde, partout où il peut la trouver. Que ce soit dans les écrits des poètes ou dans les gribouillages de bureaucrates. Il a utilisé leur relevé, parallèlement à la disposition du soleil, dans ce qu'il appelle les méridiens. Ce sont les lignes qui traversent la Terre du nord au sud. Ils sont basés sur la position du Soleil à son point le plus haut. Selon ces calculs, les gens n'ont vu à peine qu'une fraction du monde à ce stade de l'histoire. Il pourrait y avoir des terres entières avec d'autres peuples comme les Alexandrins. Juste à l'horizon du Tigre, le prince bâille. Le bibliothécaire en chef claque de la langue de manière ludique et suggère de passer à la section de poésie lyrique pour le reste de l'après-midi. Les yeux du prince s'illuminent à cette idée. Comme sa famille et son père Alexandre, le prince est obsédé par les mythes et les légendes. Le bibliothécaire en chef vous demande si cela vous dérangerait de ranger après eux alors qu'ils se dirigent vers la section de poésie. Vous êtes heureux de donner un coup de main et commencer à enrouler tendrement les rouleaux de papyrus, remarquant la sensation du matériau rugueux dans vos mains. Des préposés viennent vous aider à les ranger. Pendant un certain temps, vous pourrez travailler sur vos propres études et transcriptions, en veillant à rester suffisamment proche du bibliothécaire en chef et de son élève, au cas où il aurait besoin d'un autre parchemin. Finalement, le prince est remis aux soins de la garde royale pour la journée. Vous suivez le bibliothécaire en chef jusqu'à son bureau pour l'aider à retrouver un parchemin qui s'était égaré et qui concernait les constellations.
l'endroit est aussi chaotique et complexe que l'esprit de l'homme. Vous parcourez des rouleaux remplis de traductions, de récits de marins égyptiens, ainsi que de commentaires sur des contes homériques. Vous trouvez le parchemin finalement, fourré sous une pile d'écrits similaires. Il utilise un petit dispositif mécanique de sa propre invention pour maintenir les parchemins ouverts. L'appareil est une merveille, car c'est aussi une maquette d'objets célestes. Des anneaux de bronze concentriques sont reliés par des mécanismes complexes pour simuler le mouvement des étoiles avec la Terre en son centre. Pendant un instant, vous admirez son travail, en pensant à la façon dont les étoiles semblent se déplacer selon de grands arcs dans le ciel de minuit. Il sourit et vous remercie pour votre aide aujourd'hui. Et donc, vous le laissez dans son bureau. En vous retournant pour regarder en arrière, avant de partir, vous le voyez passer ses mains sur le parchemin, murmurant à lui-même. La procession des mouvements du monde à travers les terres. En revenant dans les salles principales de la bibliothèque, vous voyez que le char du soleil navigue dans le ciel à cette heure tardive. La lumière brille à travers les fenêtres ouest, suspendues au-dessus de la porte de la lune d'Alexandrie. Le coucher de soleil baigne la bibliothèque de doux or et orange. Vous regroupez les parchemins avec lesquels vous avez travaillé aujourd'hui, afin de pouvoir les récupérer demain. Et vous les confiez à un préposé. Sur les marches extérieures, un groupe d'étudiants et d'universitaires est assemblé. Vous repérez un de vos amis, étudiant en philosophie de la vie d'Alexandrie. Il vous dit qu'il y a un philosophe cynique en visite qui promet le chemin vers la clarté mentale et la compréhension. Vous refusez poliment. Le ciel est dégagé. Ce sera donc une bonne nuit pour voir les étoiles. Vous dites au revoir à votre ami et vous dirigez vers le nord, en direction de l'eau. Au bord de l'eau, vous jetez un coup d'œil au phare, alors que vous avancez sur la chaussée menant à l'île. Vous aimez venir ici et réfléchir à la nature du monde. Au coucher du soleil, alors que les vagues balayent doucement la côte rocheuse à proximité. La lumière lointaine du soleil couchant brûle à l'horizon, alors qu'il se glisse dans le royaume des ténèbres. Bientôt, vous rentrerez chez vous, mais pour l'instant, vous aimeriez juste un moment de détente et de réflexion. Vous fermez les yeux et sentez la lumière sur vos paupières. Vos coudes appuyés sur les côtés de la chaussée. Les idées tournent dans votre esprit.
Pensez à la façon dont la philosophie danse avec les sciences naturelles et à toutes les idées écrites sur des rouleaux à l'intérieur du magnifique bâtiment que vous venez de quitter. Avec un soupir de gratitude, vous pensez que c'est la façon idéale de terminer une journée. Passez dans les salles de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Bonne nuit et doux rêves.